Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai le privilège de suivre le cours donné par Madame Vinciane Pirenne et peut-être de revenir aussi sur certaines questions de méthode qu'elle a posées. Je voudrais tout d'abord insister, pour bien expliquer la nature de ce séminaire, sur la différence que nous avons déjà remarquée entre typologie et morphologie. Je n'ai aucune intention de fournir ici une morphologie végétale, un étalage de cas divers, mais insister sur le fait que la typologie de l'arbre a fourni des paradigmes essentiels à la tradition occidentale. Et je voudrais donc vous fournir, au commencement de notre parcours du jeudi matin, quelques éléments de la structure de ce séminaire. Il s'agira, vous le verrez, dès la semaine prochaine, après avoir abordé les éléments philologiques de la tradition grecque, de voir comment cette tradition a donné lieu à une série importante de pratiques et de théories dans les différents domaines, notamment le droit, avec M. Mantovani, le droit qui a besoin d'établir des cas, mais ces cas doivent être ordonnés, autrement il n'y aura pas de jugement. La logique même, l'arbre de Porphyre, la topographie, question de proportion, de distribution, de disposition, nous le verrons à la fin avec l'exposé de M. Farinelli, et même l'anatomie avec l'arbre vasculaire proposé par Pierre Corvol. Donc vous voyez que dès qu'on commence à chercher honnêtement dans les profondeurs de nos disciplines, eh bien, nous retrouvons ce besoin logique d'établir, le français dirait bifurcation, mais dans d'autres langues romanes, en commençant par l'italien, on dit plutôt ramificazioni. Il y a une base et après il y a des dérivations, il y a des multiplications de cas, l'exemple typique, et on pourrait même arriver au cas de conscience, mais je laisse de côté cet élément. En tout cas, il faut retrouver, je dirais, cette structure profonde de notre manière de penser, en commençant en effet par la logique et par l'arbre de Porphyre. C'est pourquoi hier, et peut-être il est opportun de le rappeler, en vous lisant le chapitre 24 du 4e livre, dont le dernier du banquet de Dante, je vais porter cet exemple qui me semble encore aujourd'hui fondateur. Or, il faut savoir que notre bonne et droite nature procède en nous selon la raison. Première remarque, on est au cœur du système de la raison, on n'est pas à l'écart. Procède en nous selon la raison, tout comme nous voyons la nature des plantes procéder en elles. Procéder selon la raison et procéder selon la nature des plantes. Aussi, des coutumes diverses et divers comportements sont-ils raisonnables à un âge plutôt qu'à un autre? L'âme anoblie y procède de façon ordonnée par une voie simple. Voilà, l'arbre est exactement cela. Procède, monte vers le ciel par une voie simple et de façon ordonnée. Dante a résumé vraiment une tradition millénaire et je crois que cette affirmation est pour nous essentielle pour la suite de notre livre, de notre séminaire. Mais je viens à un autre problème qu'il faut aborder, puisque le doute a été, comment dirais-je, introduit
dans l'exposé de Madame Pirenne. Elle nous a montré qu'il y avait deux sources pour ce mythe de l'autochtonie, cité par Claude Lévi-Strauss. Un, le végétal et le modèle de l'homme, Pausanias, description de la Grèce, livre 8, mais l'autre aussi est presque plus important, ou aussi important que le mythe évoqué par Pausanias, c'est le mythe d'Épiméthée et Pandora, à savoir le fait que Pandora, première femme, surgit elle-même de la terre. Alors j'avais à l'esprit, quand je suis rentré chez moi, des images. Ma mémoire en tout cas est plutôt imagée et je me suis donné vraiment la tâche de chercher dans ma bibliothèque pourquoi cette image de Pandora suscitait dans mon esprit des souvenirs. Et voilà qu'après quelques heures, parce que c'était un peu compliqué, je retrouvais exactement ce que je cherchais. Il s'agit d'une collection même Épiméthée. Vous verrez après le fondateur, et ça nous a fait entrer dans un contexte extrêmement important, en tout cas pour l'histoire du Collège de France. Et j'avais chez moi l'un des grands livres que je vous suggère, si vous le retrouvez, vraiment l'un des grands livres d'André Neher, L'essence du prophétisme. Il prend toute la tradition de la Torah, de l'Ancien Testament, et il montre comment le prophétisme surgit en Israël, comment il s'était développé dans la Mésopotamie, quel est l'héritage de ce prophétisme, avec une contextualisation sémitique extrêmement poussée. Mais cette collection, alors Neher n'a pas de rapport avec notre thème, mais l'image de couverture et le titre de la collection, oui, c'est exactement la même image que Madame Pirenne nous a montrée. Pandora, en bas, qui surgit de la terre, et Épiméthée. Il y avait même eu de discussions sur l'instrument, il y a donc une semaine, que Épiméthée a dans ses mains. Mais alors, quel est le fondateur de cette collection? Cette collection est fondée par Jean Hippolyte en 1953, et le premier livre de cette collection est le livre même de Jean Hippolyte, à savoir Logique et existence. Voilà, au moment où le livre de Neher paraît en 1955, vous avez déjà une série de textes extrêmement importants. Je vous signale, et je ne parlerai que de cela, de Logique et existence de Jean Hippolyte, mais il faudrait souligner, en tout cas, la naissance déjà du jeune Gilles Deleuze, Empirisme et subjectivité, sans compter l'essai sur la phénoménologie de Husserl et après le livre même de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse. C'est tout un pan de la tradition philosophique française d'où surgira, par exemple, la réflexion de Gilles Deleuze. Mais quand on prend ce premier texte et on essaye de voir quelles sont les raisons de cette collection, il faut d'abord remarquer que ce texte paraît en 1953. Anthropologie structurale, d'où le texte de Pausanias est tiré, paraît en 1958. Claude Lévi-Strauss est nommé au Collège de France en 1959 et en 1963, Jean Hippolyte. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des parallèles. Certes, comment mettre à côté l'hypothèse Fraser, c'est-à-dire celle que Mme Pirenne nous a proposée. Claude Lévi-Strauss, qui apparemment ne cite qu'une seule fois Pausanias dans le passage que nous avons souligné, pourrait avoir tiré le prestige de cet auteur du fait que Fraser, qui était l'auteur commun, avait à son tour traduit Pausanias dans la
Loeb Library. Mais on est toujours fils de ses parents, mais aussi fils de son temps. Et de ma part, je me permets de vous suggérer aussi cette piste parallèle. À la bibliothèque de l'école normale, il faut encore que je vérifie au collège, il y a une correspondance Claude Lévi-Strauss et Jean Hippolyte, dont les deux étaient parfaitement au courant l'un du travail de l'autre, mais je n'abandonnerai pas cette hypothèse. Les raisons sont multiples. Même si on a des ancêtres, on vérifie toujours les hypothèses des ancêtres parmi ses contemporains. Sont-elles bonnes? Sont-elles encore vivantes ou pas? Et alors, les éléments communs de cette pensée, même si d'un côté il y a la mythologie et la manière de penser l'anthropologie sous une nouvelle lumière, Claude Lévi-Strauss, d'autre côté, comment mesurer l'héritage hegelien, Jean Hippolyte, pourtant, à mon sens, ont des éléments communs. Je vous en souligne un seulement, c'est le commencement des chapitres dans Logique et existence de Jean Hippolyte. Avec un changement radical par rapport aux coutumes et aux traditions du savoir philosophique, ce livre, écrit d'une manière admirable, commence avec un chapitre dont le titre est « L'ineffable » et continue avec des chapitres qui sont introduits, en tout cas le deuxième et le troisième, par des citations dont vous verrez tout de suite l'importance. Première citation dans un chapitre dont le titre est « Dialectique philosophique, la poésie et le symbolisme mathématique », eh bien, la première citation, un exergue, est « Donner un sens plus pur au mot de l'attribut ». Donc, un chapitre philosophique qui commence avec Mallarmé. Et évidemment, ce livre a été très important. C'est ce que Jean-Luc Marion souligne en présentant au PUF cette collection très classique. Mais est-ce qu'au fond, quand nous lisons le chapitre où Pausanias est cité dans l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, est-ce qu'on n'a pas la même exigence? Donner un mot plus pur, donner un sens plus pur au mot de l'attribut. Claude Lévi-Strauss le remarque, et Madame Pirenne nous l'a montré, il ne s'agit pas de chercher d'autres variations du mythe. Du reste, Claude Lévi-Strauss dira que toute variation du mythe appartient à l'histoire du mythe, c'est lui-même qui dira comme ça, mais de retrouver des structures qui peuvent allier une variation du mythe dans la tradition grecque et les traditions des mythes pueblos de l'Amérique latine. Je crois que c'était une exigence de cette génération, donner un sens plus pur au mot de l'attribut. Mais alors, encore une autre citation qui est mise en tête du chapitre précédent, et là, nous sommes dans quelque chose qui nous touche profondément et que j'aborderai à la fin de cette première heure. Honneur des hommes, saint langage, Paul Valéry. Paul Valéry dans le long poème consacré à la Pythie. C'est un poème que je n'ai pas le temps de vous proposer ici, dans toute sa richesse, mais au moins il faudrait lire la conclusion de ce chapitre. La Pythie s'interroge sur sa destinée, une destinée cruelle, la Pythie exhalant la flamme de naseaux durcis par l'encens, allaitante, ivre, hurle, l'âme affreuse et les flancs mugissants, pâle, profondément mordu, la prunelle suspendue au point le plus haut de l'horreur,
le regard qui manque à son masque s'arrache, vivant à la vasque, à la fumée, à la fureur. Première strophe. Et toutes les autres strophes vont un peu dans cette direction. Elle est consciente que le mythe qu'elle émane autour d'elle va se dissoudre. Toute ma nature est un gouffre. Hélas, entr'ouverte aux esprits, j'ai perdu mon propre mystère. Une intelligence adultère exerce un corps qu'elle a compris. C'est un texte extrêmement important, à mon sens, l'un des premiers textes de la démythisation du sacré, en tout cas l'un des grands textes poétiques de la démythisation du sacré, mais avec quelque chose qui n'est pas triomphant, mais c'est la punition que cette démythisation porte sur le corps de celle qui était chargée de cette mission. Et donc, évidemment, cette condition double. Qui me parle à ma place même? Quel écho me répond « Tu mens » ? Qui m'illumine? Qui blasphème? Et qui, de ces mots écumants dont les éclats hachent ma langue, le fait brandir une harangue brisant la bave et les cheveux, que mâche et trame le désordre d'une bouche qui veut se mordre et se reprendre ses aveux. Ouais, donc il y a toute la crise de cette conscience dont elle voit la déchirure, et à la fin, dernière strophe, avant-dernière et dernière strophe, du reste séparée du reste du texte par des astérisques, telle, toujours plus tourmentée, déraisonne, râle et rugit la prophétesse fomentée par les souffles de l'or rougi. Mais enfin, le ciel se déclare. L'oreille du pontife hilar s'aventure vers le futur, une attente sainte la penche, car une voix nouvelle et blanche échappe de ce corps impur. Et quelle est cette voix? En réalité, ce n'est pas une voix, c'est un constat. Honneur des hommes, saint langage, discours prophétique et pareil, belle chaîne et qui s'engage, le Dieu dans la chair égarée, illumination, largesse. Illumination, largesse. Eh bien, c'est curieux, mais c'est important de remarquer que dans ce texte de Jean Hippolyte, Logique et existence, les deux piliers sur lesquels les premiers chapitres sont fondés sont en effet Mallarmé et Valéry. Alors je crois que nous sommes en effet à un moment très important de la culture européenne. C'est pourquoi, à mon sens, le mythe français a gouverné les années 50 et 60. Parce que pour la dernière fois, en tout cas on le constate pour le présent, mais j'espère que les choses pourront changer, la poésie, la logique, la philosophie l'anthropologie étaient strictement liées. C'est ce qui a permis ce rayonnement, à mon sens, de la tradition universitaire française, de la réflexion de la pensée française. Du moment où on a accédé un peu partout à la primauté du langage analytique, cette fascination de la continuité, donner un sens plus pur au mot de la tribu, s'est dissoute et nous en payons un peu les conséquences partout. Et il n'y a plus de rayonnement, il n'y a plus de mythe, il n'y a plus un savoir universitaire capable d'unir les langages des hommes et les langages de nos sociétés. Mais je voudrais encore insister sur, avant de passer à l'essentiel de cette première heure, arbre de mots, deuxième heure, arbre de notes,
et donc on verra plutôt le côté musical. Je voudrais insister encore sur ce mythe d'Épiméthée, puisque dans la tradition, vous le savez, il y a une plus claire primauté du frère d'Épiméthée, c'est-à-dire Prométhée. Toutes nos traditions des savoirs contemporains ont leur drapeau dans Prométhée, celui qui va voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Prométhée, le mythe du progrès. En revanche, Épiméthée, chez Platon, dans le Protagoras, demeure dans l'aporie, n'est pas précisément un sage. Je cite, c'est quelqu'un qui est toujours incertain, qui n'a pas le courage et l'ardeur de Prométhée. Mais en même temps, comme dans la plus belle tradition tragique de la Grèce, en même temps, c'est celui qui est fidèle. Et il prend en charge, pour essayer de libérer Prométhée enchaîné, de se marier, de prendre comme épouse Pandora. Sauf que Pandora, et comme ça, Zéus sera moins cruel avec son frère Prométhée, adoucira la punition, etc. Sauf que Pandora, la première femme qui est née de la terre, etc., Pandora, elle, est curieuse, est belle, mais n'est pas sage, et donc elle ouvre ce pot où tous les maux de l'humanité avaient été emprisonnés par Prométhée, donc tous les maux se répandent, sauf l'espoir ou l'espérance, si vous voulez, qui reste au fond de ce pot et qui est notre ressource ultime dans la vie humaine. Mythe magnifique. Alors, on peut aussi se demander si, dans ce choix radical de Jean Hippolyte, ouvrir une collection qui n'est pas consacrée à Prométhée, mais à Épiméthée, est-ce qu'il n'y a pas là un choix aussi sur la représentation de la destinée humaine? Choisir Épiméthée, c'est choisir le doute, la lenteur, la fidélité et surtout la conscience que, au moins au fond de ce pot vide qui a répandu le pire dans le monde entier, une trace, une bribe d'espérance reste pour soulager nos jours malheureux. J'aurais bien aimé voir ensemble aux assemblées du collège Claude Lévi-Strauss et Jean Hippolyte. Mais si vous me le permettez, tout en souscrivant évidemment à la tradition philologique qui ferait remonter à Fraser le prestige de la citation de Pausanias faite par Claude Lévi-Strauss, j'aimerais aussi penser que ses contemporains se sont parlé, ont essayé les deux de travailler pour donner un sens plus pur au mot de la tribu. Voilà un peu les raisons historiques de ce séminaire. Je suis très heureux que la contribution que j'attendais de Mme Pirenne a pu ouvrir un éventail critique qui me semble très important. Et alors je souhaiterais du reste que la collection qui continue puisse être nourrie par d'autres interprètes de ce type et que, évidemment, on revienne à la première tradition, c'est-à-dire avec un magnifique Épiméthée et une très belle Pandora au centre même de la couverture, tandis que maintenant, c'est presque quelque chose comme une grotesque, on n'en voit plus que les traits très petits, c'est juste comme un emblème, et cette scène si classique n'occupe plus la scène. Du reste, le titre même de la collection, toujours au PUF, est très petit en bas, tandis que là, dominé, dans
le sens. Il y a toujours des raisons dans ces oublis et dans ces dispositions. Je viens maintenant, c'est juste le moment, je viens maintenant au titre et aux raisons de cette première partie du séminaire, à savoir Arbre de Meaux. Dans votre dossier, plutôt étoffé ce matin, vous avez un texte tiré de Umberto Eco, De l'arbre au labyrinthe. Alors c'est de ce passage que je vais vous parler dans quelques instants, avant d'aborder encore Valérie pour terminer cette première heure. Le livre très important d'Umberto Eco, De l'arbre au labyrinthe, est un recueil de ses essais d'études médiévales. Comme vous le savez, Umberto Eco, qui est devenu célèbre pour ses romans, en réalité commence comme élève de Luigi Pareison, qui est traduit mais pas suffisamment en français, et il prend son doctorat avec une thèse sur l'esthétique de saint Thomas d'Aquin. Et il a travaillé pendant ses premières années, et avant le succès de ses premiers romans, surtout sur la philosophie du Moyen Âge. Alors, dans ce recueil traduit chez Grasset, dont je vous ai parlé, tout le premier long chapitre, presque un livre dans le livre, que je vous conseille très vivement, c'est De l'arbre au labyrinthe. Je voudrais associer ce volume à l'autre dont j'ai parlé dans mon premier cours, à savoir Paradigme pour une métaphorologie de Hans Blumenberg. Les deux sont dans la même disposition d'esprit. Tout le premier chapitre est consacré justement à la formulation logique de l'arbre comme représentation graphique de la connaissance. Donc, il parle de l'arbre porphyriana, l'arbre de Porphyre, des modèles d'encyclopédie médiévale et de la naissance du labyrinthe quand on a perdu, en effet, in silvis, en commençant par l'Arioste, l'idée de la structuration que l'arbre donnait. On l'a vu hier, Dante aussi se perd dans la selva oscura. Mais pour remonter à la divina foresta du paradis terrestre et surtout à l'albero che vive della cima, l'arbre qui vit de sa cime au paradis. Plus tard, à la Renaissance, cette conscience, d'une unité vers le haut se perd et on est dispersé, on se perd dans la forêt enchantée, pleine de démons et d'apparitions troubles, dans la Jérusalem délivrée du Tasse. D'où, petit à petit, en suivant l'interprétation fascinante d'Umberto Eco, le labyrinthe va s'imposer sur la structure verticale de l'arbre. Les buissons deviennent plus petits, des buissons à l'italienne qu'il faut parcourir comme un labyrinthe dans plusieurs villas de la Renaissance italienne. Eugenio Battisti avait étudié ce motif, le jardin, comme labyrinthe, Mario Prats également, mais Umberto Eco, le premier, dit « Mais pourquoi l'arbre, qui avait été l'expression même de la logique de la pensée humaine, devient labyrinthe ?» Donc tout ce premier chapitre est consacré à cela. Et la deuxième partie est consacrée au thème que nous avons abordé par le biais de Hans Blumenberg, mais j'aurais pu le faire par le biais d'Umberto Eco, c'est-à-dire la métaphore comme connaissance, donc comme paradigme d'une métaphorologie. La métaphore comme connaissance, et il commence de la tradition d'Aristote par Averroès, avec toute la continuation jusqu'au Moyen-Âge tardif, et après, comment on a faussé l'héritage
de ce Moyen-Âge. Après, il aborde Dante et surtout le Dante de Vulgari Eloquentia sur disons, la perturbation et la multiplication des langages après Babel, et après les étymologies, hein, comment on fabrique les étymologies, et il termine avec le seuil et l'infini perse et l'iconisme primaire. C'est un livre très important, mais je voudrais retenir votre attention simplement sur ces pages, les figures qui sont consacrées à la distribution concernant, puisque la deuxième heure sera consacrée à la musique, au son, sonus. C'est dans le chapitre qui est consacré en effet de l'arbre au labyrinthe, et il s'agit tout particulièrement des catégories d'identification. Comment nous identifions tel ou tel concept à partir des noms ou justement des grands genres. Hein. Ces deux chapitres qui sont consacrés notamment à saint Thomas d'Aquin, et les deux schémas graphiques sont la transformation, ou plutôt l'articulation de l'autre. Une remarque préalable. Umberto Eco parle d'arbre, mais celui qui a fait les schémas, donc je ne sais pas, le technicien qui était en Italie et en France dévoué et qui devait faire ce travail de mise en scène des schémas, s'est trompé. Un homme du XXe siècle, il a renversé le schéma. Donc en réalité, nous devrions lire le schéma au contraire. L'arbre est bien présent, mais c'est un arbre qui part de l'unité, voces, et qui s'articule en distinguant comme les branches sortent de l'unité centrale, donc comme on le dit en italien, par des ramifications de pensée, et donc c'est comme ça qu'il faut lire. Et c'est comme ça qu'on trouve les branches de la logique médiévale dans les manuscrits du XIIIe, XIVe siècle, etc. Donc il faut lire un peu à l'envers. On part de l'unité et on se distribue dans les branches de la signification plurielle. Alors déjà, c'est un premier. Nous sommes malheureusement, nous sommes habitués à lire de haut en bas et de gauche à droite, en tout cas dans le système occidental, parce que déjà dans la tradition juive, c'est exactement le contraire. Mais cette habitude de lecture de haut en bas ne nous permet plus de retrouver les arbres de la tradition logique du Moyen-Âge. En réalité, on part de l'unité de la base, de l'arbuste, et puis l'unité se distribue dans des branches qui foisonnent par rapport évidemment à la sémantique dont nous sommes en train de nous occuper. La logique que saint Thomas et Umberto Eco déploient dans ce chapitre est la logique de oui ou non. Alors, vous avez le premier schéma très simple. Il s'agit de voces, des sons. Alors, ces voces peuvent être significatives ou non significatives, c'est-à-dire produire un sens ou ne pas produire un sens. Si elles sont significatives, autre branche, elles sont littérate ou non littérate, c'est-à-dire elles peuvent s'articuler et être exprimées par des lettres, des syllabes, donc produire du sens, ou autrement ne pas être exprimables par
des lettres et des syllabes et donc non littérate. Deux exemples. Les voces significative litterate peuvent être repérées par un nom, nomen, ou par un verbe. Et avec les noms et les verbes, on construit une phrase. On exprime une action douée de sens et placée dans l'espace et dans le temps. En revanche, des voces significatives, c'est-à-dire qui ont quand même une signification, mais qui ne s'expriment pas par des lettres et des syllabes, peuvent être le gemitus, les gémissements, et la vox animalium, la voix des animaux. Mais on peut aussi, vous voyez qu'alors il faut vraiment lire à l'envers, en partant par la base, et puis remontant l'arbre, il faut oublier notre système de lecture, peuvent aussi ne pas avoir de signification et là aussi peuvent être exprimés par des lettres blittrices, nous verrons sur ce mystère, reviendrons sur ce mystère, ou bien ne pas être exprimés par des lettres comme le sibilus, c'est-à-dire le sifflement des vents qui passent, de l'ouragan, etc. Je m'arrête sur le fait que, à la fin de cette branche, vous avez littérate ou non littérate, quelque chose qui met en liaison les voces, d'un côté à l'écriture, en tout cas à la formalisation de nos alphabets, de nos traditions, et de l'autre côté à une absence de formalisation des voces qui ne sont pas saisies par l'écriture et qui restent un peu comme ça, comme l'expression de la nature, et notamment le sibilus. Mais il serait important, comme de l'autre côté nous avons verbum et vox animalium, voir quelle est la correspondance blittrice qui correspondrait à sibilus, au sifflement. Umberto Eco ne donne pas de renseignements et il ne pouvait pas les donner parce que blittrice n'existe dans aucun dictionnaire italien, peut-être dans le Ducange, mais je ne suis pas sûr non plus. Et pour retrouver la signification de ce terme, il faut remonter au Zibaldone de Leopardi, dont vous avez en bas le passage. Il s'agit de l'un des tout premiers paragraphes du Zibaldone, le paragraphe 43. Donc, dans les premières années, vous voyez, même en voyant l'épaisseur, ici c'est page 43, et le Zibaldone est composé de 4000 et plus pages. Donc, c'est vraiment au commencement. Et Leopardi nous dit, je vous le donne dans la belle traduction française parue chez Alia, nous avons fait un cours sur le Zibaldone, et donc c'est Bertrand Scheffer qui a traduit. Le mot blittri ou blitteri signifie un rien, une chose de rien. Ne se trouve dans aucun dictionnaire italien que j'ai pu consulter, mais même aujourd'hui vous ne le trouvez pas, bien que nous l'employions communément entre nous. Cette maison est un blittri, cette ville est un blittri par rapport à Rome, etc. Or, ce mot est totalement et entièrement grec, bliftri, qui se dit aussi blifturi, ou blitri comme chez nous, peut être aussi brivturi, qui ne signifiait rien. Voir Laërce, livre 7, segment 57, et les notes, évidemment, de Casaubon, Ménage, Dufresne, le Glossarium Grecitatis, et là, dans l'appendix qui le concerne. J'ai consulté scrupuleusement tous les livres imaginables susceptibles d'en faire état, et je n'ai pas même trouvé l'ombre de ces mots, et particulièrement dans tous les dictionnaires grecs que je possède, le mot manque effectivement dans toutes ses formes. Il faudrait s'interroger comment ce mot grec arrive
à saint Thomas et aux grammariens, c'est probablement dans les citations grecques des grammariens latins. Mais ce qui m'intéresse ici, pour aussi bien comprendre les raisons qui sont à la base de la deuxième partie de notre séminaire, c'est précisément que ce Blitry est à côté du Sibylus. C'est-à-dire que le Sibylus, au point de vue de l'articulation, c'est une sorte de presque rien, peu articulable, peu articulé, un Blitry, comme dans la musique contemporaine, Webern, en tout cas dans l'interprétation que Adorno propose de Webern, est le grand spécialiste du Verlöschende, c'est-à-dire de cette espèce de étouffement du son vers une manière de se dissoudre, de mourir, de plonger dans le silence final. Alors, vous verrez, j'espère d'être capable de manipuler l'ordinateur, dans le dernier passage de la deuxième heure, une interprétation émouvante, vraiment émouvante, de Sergiu Celibidache, le grand directeur d'orchestre roumain, à propos des Pini di Roma, les pins de Rome, de Ottorino Respighi, un enregistrement extraordinaire des années 50, et vous verrez ce Blitry. Il y aura beaucoup de commentaires à faire. En tout cas, vous le voyez d'emblée, indépendamment, je dirais, des liaisons entre cette structure logique et ce que nous verrons dans la musique, c'est que dès qu'on commence à articuler par un arbre et ses branches, ce que nous prenons comme un tissu continu de notre expérience, on voit très bien que d'abord notre expérience est discontinue, que nos langues sont discontinues, que notre pensée est discontinue et que donc nous avons besoin de l'articuler pour arriver à trouver des éléments capables de laisser passer, pour ainsi dire, les lymphes, les sèves. C'est ce qui a fait la force de la pensée du Moyen-Âge. Nous sommes dans une espèce de filière continue donnée aujourd'hui par les systèmes informatiques et au contraire, là, il y avait une espèce d'articulation dont le sens ultime était comment faire passer la sève constamment jusqu'au sommet des feuilles afin que la vie ne s'interrompe pas. La vie d'abord physique, mais aussi la vie de l'esprit, la vie intellectuelle. On est discontinu, mais il faut trouver des raisons logiques pour faire remonter cela jusqu'au sommet. Ça, c'était la force de la structuration logique en arbre de la pensée classique et du Moyen-Âge, comme Dante le dit. Paroi simple et droite. La raison travaille en nous comme la nature dans les plantes. Voyons encore le deuxième exemple, qui est un peu plus articulé. C'est toujours le même principe, seulement Umberto Eco, avec saint Thomas d'Aquin, remonte un peu plus haut, et si avant nous avions les voces, maintenant on passe à un degré préalable, donc encore une fois il faut le lire au contraire. Qu'est-ce qu'il y a avant les voces? Il y a le sonus, c'est-à-dire que avant une voix articulée, il y a d'une manière très générique le son. Ça peut être le bruit de la rue, ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à distinguer, ça peut être également l'écho, enfin tout ce qui n'est pas le silence, tout ce qui résonne. Après quoi, vous voyez que les voces du premier schéma ne sont que d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce qui est son mais n'est pas voix. Donc vous avez sonus vocalis, c'est-à-dire un son exprimé par la voix,
et sonus non vocalis, c'est-à-dire un son qui ne se traduit pas, qui n'est pas articulé par notre voix. Et encore une fois, vous retrouverez le blitris et le sibilus, parce que le schéma est le même. Donc je ne vais pas insister sur la partie gauche. Tout ce qui est voix, on l'a déjà vu dans le schéma d'en haut. Alors significativa ou non significativa. Tout simplement, au lieu de mettre littérate et non littérate, il y a une précision plus subtile, c'est-à-dire on peut avoir de la signification à partir de la nature ou ex institutione, c'est-à-dire de la culture. Alors si on passe par la culture, c'est le nomen et verbum, et si on passe par la nature, c'est le gemitus infirmorum, les gémissements des malades ou la voix des animaux. Donc il y a juste un petit changement, mais qui n'est pas de structure, mais simplement de représentation. On retrouve les mêmes catégories, c'est-à-dire vox animalium, gemitus, nomen verbum, mais on précise un peu plus la nature de cette signification, qui peut venir de l'état de nature. Tout le monde a des douleurs, hein, ou bien de l'institution de la culture, c'est-à-dire l'éducation qui vous fait apprendre les noms et les verbes. Mais ce qui est plus important, et même chose pour la partie non significative, nous retrouvons les mêmes éléments à la fin. Sibilus pro nihilo factus, donc qui est à peu près l'équivalent de blitris, qui signifie un rien, un brin, on pourrait dire, mais brin est déjà trop important. Nous le verrons dans le geste de Sergio Celibidache, hein, un blitris qui devient un geste, un rien final, presque impossible à saisir et à être défini. Mais voyons l'autre partie, c'est-à-dire le sonus non vocalis, c'est-à-dire qui n'arrive pas à être articulé par la voix humaine. Alors, dans ces bruits qui ne sont pas attribuables à la voix humaine, là aussi vous avez les bruits qui sont porteurs de signification ou les bruits qui ne sont aucunement porteurs de signification. Alors, là, dans les bruits qui ne sont pas porteurs de signification, vous avez les bruits accidentels qui arrivent soudainement et qui ne peuvent pas être classés, pour lesquels il n'y a pas de nom, il n'y a pas même une attente. Si on voit par exemple un éclair, après on peut prévoir la tonnerre. Mais s'il n'y a pas des manifestations préalables et que tout est vraiment accidentel, ce bruit reste un bruit non significatif et donc sans possibilité de traduction dans les mots. Mais dans ce qui n'est pas voix humaine, mais qui en même temps peut avoir une signification, là aussi, nous avons les bruits produits par la nature. Mais je suis plein d'admiration pour ce illetterati soni, c'est-à-dire les sons qui n'arrivent pas à être exprimés par des lettres, comme par exemple les cris des bêtes sauvages, mais qui existent pourtant et qui ont, dans notre tradition occidentale, des onomatopées. On le voit dans les bandes dessinées, quand il y a un lion, il y a des lettres qui expriment le cri du lion. Donc il y a une manière également de faire une espèce d'imitation par les lettres du son qui n'est pas totalement incompréhensible. Et alors, ce qui est plus intéressant, et encore une fois, ça nous porte à la musique, c'est la partie de ce qui ne peut pas être exprimé par la voix, mais qui pourtant a une signification, et cette signification est faite par ex institutione, qu'on le nomme et le verbe, c'est-à-dire la tuba, on pourrait dire la trompette.
Et en effet, ce n'est pas une voix humaine, mais en même temps, dès qu'on a un instrument musical, cet instrument peut être joué, le son peut être modulé, peut même trouver des équivalents sur le papier, la notation musicale, et ce son qui n'est pas naturel, qui n'est pas de notre voix humaine, est pourtant porteur de signification. Alors vous voyez qu'à la fin de ce schéma, d'un côté, et dans le côté qu'on pourrait dire le moins, apparemment le moins, entre guillemets, humain, nous avons des éléments extrêmement importants comme le sibilus et la tuba qui vont dans la direction de la musique. Nous avons trop souvent imaginé que la musique, puisque nous venons d'une institution assez lourde de la musique comme appareil d'État, l'opéra, les théâtres, etc., que la musique soit exclusivement un produit humain. Ce qui nous a évidemment mis dans la condition, à un moment où on a détruit l'idée de l'État, de détruire aussi l'idée de la musique. Quand on a détruit l'idée de l'homme, on a défiguré le visage humain, etc., etc. C'est un peu la tâche que le XXe siècle s'est donnée. Mais ceci, c'est dans l'oubli, en mettant entre parenthèses tout ce grand système du Moyen-Âge qui avait très bien compris que, en réalité, nous avons de la signification possible à partir des éléments de la nature qui ne sont pas exprimés par notre voix humaine et qu'une portion très importante de cela s'exprime par la musique. Alors, j'ai préparé un dossier que je n'aurai pas le temps de vous proposer. Je vous montre simplement son épaisseur. Un dossier immense que je dois aussi à la collaboration et l'amitié de mon collègue et ami Carlo Piccardi, l'un des hommes plus cultivés au point de vue de la musique, qui m'a préparé tout un dossier, et moi avec lui, je fais quelques choix après, sur cette présence et cette tradition de la musique comme compensation de notre impossibilité à tout saisir. Donc, vous voyez comment et combien de chemin faut-il faire pour sortir de cette institutionnalisation étatique de la musique. Mais il m'a fait aussi remarquer, je n'ai pas le temps de vous proposer tout cela, que désormais, dans notre siècle, dans ce siècle même, il y a des auteurs, jeunes et moins jeunes, qui commencent à travailler avec la musique naturelle. Comme nous avons désormais des instruments qui sont capables d'enregistrer et puis de travailler sur ces enregistrements, au Canada, aux États-Unis, dans quelques pays européens, on a des auteurs qui vont enregistrer les différents sons et disons même musique en partant du schéma de saint Thomas d'Aquin, et puis ils retravaillent cette musique avec des résultats qui me semblent assez exceptionnels. Donc il y aurait, je l'espère vivement, une nouvelle alliance de la nature et de la musique. Alors après, on peut discuter, j'ai longuement discuté pendant des soirées, quelle est l'articulation de la musique sortant de la nature est assez exceptionnelle. Par exemple, alors mon ami disait que la plus belle musique est fournie par les peupliers en automne, quand les feuilles commencent à devenir un peu plus dures, que le vent passe dans ces peupliers. Il y a une articulation, dit-il, de silence et de musique vraiment très bien rythmée. Mais on peut avoir aussi, là aussi il y a une double musique, la musique des arbres qui portent toujours les feuilles, donc qui ont une continuité en hiver et au printemps, et des arbres qui perdent leurs feuilles et qui donc sont soumis à une transformation de la présence même et aussi de la consistance de la feuille. Arbres isolés et arbres en forêt,
arbre touffu et arbre. Bon, on peut avancer. Si j'avais le temps, j'aurais voulu vraiment faire, mais il faudrait faire un séminaire avec un compositeur en partant d'une base naturelle, comme ils font, et puis en retravaillant. C'est un peu le parcours inauguré par John Cage, mais à l'envers. Tout ce que dans la société contemporaine était déchets, par exemple des pneus, des pots en fer, tout ce qui était marginal, avec cela, en laissant tomber une goutte d'eau, etc., John Cage a construit des sons, mais on peut aussi faire l'envers. Ce que la nature nous fournit sous forme de produits déjà bien articulés en musique et qui peut être retravaillé. Bon, nous verrons tout ça, mais je termine cette première partie en disant que on n'est pas les premiers, comme d'habitude, à imaginer cela, mais il y a un texte qui va dans cette direction et qui est la base fait le pont entre ce que j'ai essayé très rapidement de vous dire, mais le livre d'Umberto Eco est là, et comme du reste le livre de Blumenberg, le pont entre l'arbre de mots et l'arbre de notes. Je voulais tout simplement vous dire qu'il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais c'est quelque chose qui est bien enraciné dans la tradition occidentale. Cette virgule pourrait même être éliminée et mettre une liaison, arbre de mots et arbre de notes. Il y a une continuité dans notre tradition. Celui qui l'a mieux exprimé, c'est Paul Valéry, justement dans son Dialogue de l'arbre de 1943. Et dans ce Dialogue de l'arbre, que je vous conseille vivement, c'est à peu près 15 pages, il y a l'articulation parfaite de ce que je viens de dire et ce que je vous proposerai dans quelques instants. Je veux être, Tityre, c'est le dialogue entre deux bergers, Tityre et Lucrèce. Tityre, je veux être instrument de la faveur générale des choses. Donc être l'instrument de l'harmonie de la nature. Vois comme l'arbre semble au-dessus de nous jouir de la divine ardeur dont il m'abrite. Son être est plein de désirs, qui est certainement d'essence féminine, et me demande de lui chanter son nom et de donner figure musicale à la brise qui le pénètre. Et de donner, c'est les premières lignes, et de donner figure musicale à la brise qui le pénètre. Je sentirai venir l'acte pur de mes lèvres. Alors maintenant, ayant fait ce parcours, nous voyons que le discours de Valéry est absolument pertinent. Il ne s'agit pas d'une rhétorique de l'acte pur. En plus, si nous prenons, comme nous l'avons fait, le premier livre de cette collection Épiméthée, cet acte pur donnait un sens plus pur au mot de la tribu, retrouve sa parfaite continuité. Il y a vraiment un travail énorme à faire dans cette direction. Retrouver, surtout dans ces années 40-50, ce que la pensée occidentale a fait pour réunir ce que la guerre avait fait éclater et que nous avons fait éclater une nouvelle fois, sous prétexte d'être plus analytique et plus rigoureux. Mais c'est exactement le contraire. La raison, elle a besoin d'être simple et une. Donc voilà le paradigme de l'arbre. Alors, Valéry le dit très bien, je ne vous lirai que quelques passages. Tu le sais bien, mon arbre, que dès l'aube, je viens t'embrasser. Je baise de mes lèvres l'écorce amère et lisse. Je me sens l'enfant de notre mère terre. Alors évidemment, c'est un topos, l'homme qui embrasse l'arbre. Nous le retrouverons chez l'Arioste, chez le Tasse, etc. C'est une grande figure, plus la métamorphose, bien sûr, de Daphné. L'arbre est langage, ô langage
confus langage qui t'agite, je veux fondre toutes tes voix. Il y a vraiment un dialogue presque manifeste pour la musique contemporaine. 100 000 feuilles font ce que le rêveur murmure aux puissances du songe. Alors là, il y a un autre domaine que je ne vais même pas évoquer, c'est-à-dire le fait que ce bruit est porteur du murmure des songes. Font ce que le rêveur murmure aux puissances du songe. Mais bon, là, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que dans toute une tradition d'analyse des rêves, le son a une importance fondamentale. Je te réponds, mon arbre, je te parle et te dis mes secrètes pensées. Donc il y a le dialogue. En effet, c'est pourquoi ce volume, cet essai s'appelle Dialogue de l'arbre. Je ne retiens que quelques mots. L'autre, Lucrèce, lui dit, mais quelle est la différence entre cette forme structurée de la nature et la forme liquide, qui n'est pas si statique, c'est-à-dire les fleuves. Je pense notamment aux grands essais comme le fleuve Alphée, qui a pris en charge cette considération. Un fleuve tout vivant, de qui les sources plongent dans la masse obscure de la terre les chemins de leur soif mystérieuse. Eh bien, ce fleuve tout vivant, certes, l'est, mais c'est une hydre au tityre, aux prises avec la roche, et qui croît et se divise. Le fleuve est la division, l'arbre est l'unité. Ce passage de Valéry est vertigineux et j'aimerais bien, je suis persuadé que Zygmunt Bauman ne l'a pas à l'esprit, mais même s'il il n'a pas à l'esprit, il a bien dit la société liquide, ce n'est pas un compliment, c'est une remarque critique sur nos sociétés. Nos sociétés sont liquides, c'est-à-dire elles sont apparemment unies, mais en réalité dispersées, tandis que l'arbre et donc sont tout de suite la proie des hydres de notre temps et des temps précédents. L'œuvre de l'arbre est capable, en plus les eaux sont à la surface, normalement, les fleuves, sauf ceux qui s'enterrent, mais c'est des exceptions, tandis que l'arbre enserre les puissances d'une étrange volonté souterraine. Mais nous l'avions déjà vu au commencement, les racines dans la terre, c'est dans le livre, au commencement du livre d'Henri Corbin, les racines dans la terre, les feuilles dans le ciel. Donc c'est l'unité parfaite de ce qui fait les composants de la vie ordinaire. Je suis obligé d'arriver trop rapidement à la fin. Là aussi, il est question de l'ineffable et aussi de la qualité de pensée qui est propre de l'arbre. À cette heure nocturne, l'arbre semble penser. Il est un être d'ombre. Il est un être d'ombre, mais il est être et l'arbre semble penser. Après, Tityre veut créer avec son chant une idée de la plante, I est plante majuscule, et je viens à la fin, où l'auteur, par le biais de Lucrèce, dit « Je t'ai dit que je sens naître et croître en moi-même une vertu de plante, et je sais me confondre à la soif d'exister du germe qui s'efforce et qui procède vers un nombre infini d'autres germes à travers toute une vie de plante. » Donc, le germe, la sève, et puis la multiplication des feuilles, des milliers, des millions de feuilles à partir de cette unité.
Donc là aussi, une idée forte de l'arbre. Et pour conclure, il y a tout un apologue que je n'ai pas le temps de lire, mais connais-tu la merveilleuse histoire de l'arbre infini? Il y aurait, dans cet imaginaire magnifique, un arbre capable de couvrir toute l'Asie avec son feuillage. Oui, l'arbre souverain faisait la nuit sous soi. Nul rayon du soleil ne perçait son feuillage, dans l'épaisseur duquel tous les vents s'égaraient et son front secouait les tempêtes adverses, etc. Les fleuves n'étaient plus, tant ils puisaient de sève à même ciel et terre. Dans l'azur sec, dressant sa solitude intense, il était l'arbre-dieu. Bon, on pourrait faire toute une longue méditation sur cette idée d'arbre-dieu, aussi bien profane que sacré. Hier, en terminant le cours, nous avons vu l'axe vertical qui allait des feuilles d'acanthe jusqu'à la main de Dieu le Père dans la croix végétale fleurie de San Clemente à Rome, XIIe siècle. Dans la tradition byzantine, même chose. Donc ça c'est la partie, si vous voulez, la partie sacrée, mais il y a aussi cette idée profane, un arbre-dieu qui aurait tout absorbé de la terre et du ciel, donc il n'y aurait plus la pluralité de dissolution de l'eau, comme nous l'avons vu dans le passage précédent. Il n'y aurait plus d'hydre et le ciel n'aurait plus de nuages, parce que l'arbre aurait tout absorbé, le ciel serait complètement transparent, sec, une espèce de couleur éternelle, or et lapis-lazuli, comme on le pense dans une icône. Est-ce que derrière il y a Jung? Bon, c'est des questions qu'il faut se poser, mais la force de cet arbre qui aurait tout absorbé des eaux d'en bas et d'en haut est vraiment quelque chose de très extraordinaire. Et puis le texte se termine avec l'éloge de la symétrie, hein, parce que la vie dans l'arbre exauce, calcule une structure, rayonne son ombre par branches et leurs brins, et chaque brin sa feuille, au point même marqué dans le naissant futur. L'arbre comme naissant futur. Là, nous avons, encore une fois, un autre domaine immense, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a là une marque platonicienne? Probablement oui. C'est-à-dire que dans chaque arbre, dès le commencement, dès le premier rejeton, vous pouvez déjà imaginer, à cause des idées innées que nous avons dans notre esprit, le fait que l'arbre sera tel. Dès le premier rejeton, vous voyez que l'arbre sera tel. Si c'est un tilleul, on a l'idée de tilleul. Si c'est un pin, on aura l'idée de pin. C'est je ne sais pas, un sapin, ce sera l'idée. Donc, y a-t-il une marque platonicienne? Probablement oui, mais ce qui est important, c'est cet éloge dans l'arbre du naissant futur, et les derniers mots sont magnifiques. À Tityre, comme ça nous passons au deuxième volet, à Tityre, une plante est un chant dont le rythme déploie une forme certaine et dans l'espace expose un mystère du temps. Et dans l'espace expose un mystère du temps. Et la conclusion que Tityre propose à Lucrèce, tu deviens toi-même un arbre de parole. Voilà, un arbre de parole, mais c'est deux lignes après l'affirmation ultime. Tityre, une plante, est un chant dont le rythme déploie une forme certaine et dans l'espace expose un mystère du temps. Et nous prendrons maintenant une pause parce que je dois manipuler l'ordinateur et peut-être aussi vous détendre un peu après tous ces arbres logiques.
Mais je voudrais dire que ce passage final, juste pour situer le contexte des années 40 de Valéry, hein, d'un côté l'arbre est un chant et d'autre côté tu deviens un arbre de parole, est exactement ce que nous trouvons dans la poésie contemporaine. Du reste, nous terminerons avec le parti pris des choses de Ponge. Par exemple, Ungaretti dit à peu près la même chose, c'est-à-dire d'un côté, nous avons dans la poésie un arbre de parole qui est marqué par la mesure du mètre, hein, 7 syllabes, 9 syllabes, dodécasyllabes, alexandrin, etc. Mais d'autre part, ça est complètement insuffisant s'il n'y a pas le rythme, parce que la poésie est plus rythme que mètre. Et on peut avoir un heptasyllabe ralenti qui dure comme l'espace d'un alexandrin, et on peut avoir un heptasyllabe si fort et si tendu qu'il peut être brûlé dans l'espace de quelques syllabes. Donc le mètre, l'arbre de parole, est soumis au rythme, au chant de la parole et de la nature. Bon, je termine là, juste pour vous montrer cette continuité déjà du Moyen-Âge dans le schéma que Umberto Eco nous propose entre la parole et la musique, et nous verrons tout à l'heure quelques exemples classiques, très classiques, pour remonter un peu dans ces arbres de notes. Alors, prenons 5 minutes et moi je manipule les instruments.